Bonjour à tous, Bonjour à tous et bienvenue sur le Café Rentable. bienvenue sur le Cap Rentable. Ça va, Jean? Ça va et toi Hugo? Bon, dis-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps là? Je te sens Qu'est-ce bien loin. qui s'est passé ces derniers temps? Ouais, j'ai déménagé cette semaine. C'est pour ça qu'on est en visio là, que avant j'étais sur Paris. Donc là, je suis retourné dans le sud, en Corrèze, très exactement. En plein déménagement et une petite transition qui va s'opérer, d'où la visio aujourd'hui. Donc je pense que tous les podcasts jusqu'en fin août, début septembre, ça sera en visio. Et puis après, on va reprendre des podcasts en physique, un coup du coup sur Paris chez toi et un coup en Corrèze chez moi. Sympa, tu me feras visiter ton petit fief. Bon, aujourd'hui, nouveau podcast du coup, Nouveau et podcast. sur un sujet qui va intéresser, je pense, beaucoup d'entre vous. En tout cas, nous, ça nous a plutôt intéressé à le travailler, parce que ça va être, est-ce que l'État, alors on ne sait pas encore le titre, mais Ça va être un en truc gros, bien accrocheur en tout cas. Je pense que vous aurez envie ouais, on va essayer de d'écouter. trouver un truc sympa quand même. Je Ouais. comprends que c'est la période des vacances, il y a quand même une accalmie dans le nombre de vues, même si le dernier podcast a super bien fonctionné. Le dernier podcast a super bien fonctionné, même au niveau abonnés. Là, on a pris pas mal d'abonnés en l'espace de peu de temps. Ouais, Alors on est encore au début, hein, c'est encore modeste, 268 abonnés, mais ça monte bien. Ça monte bien. Moi, je suis confiant. Je pense que cette chaîne, Le Caf Rentable, d'ici la fin de l'année, elle va pouvoir péter les 1000 abonnés. bon, Et si on continue comme ça et qu'on fait du bon boulot, pourquoi pas les 10 000 l'année prochaine, hein. pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, on compte sur vous et on remercie encore tout le monde. Alors, on n'a pas reçu des nouveaux commentaires sur Apple Podcast et non, sur Spotify, il n'y en a pas. Mais par contre, sur YouTube, on a eu vraiment une avalanche Ouais. de commentaires vraiment très positifs. Tous, on essaie de vous répondre à chaque fois. En plus, je crois qu'on est à jour en ce moment. Et Non, il en manque un, j'ai vu. comment? Il en manque un. Ah, mais ça, c'est pour toi. Oui. C'est- Ah bah d'ailleurs, si le mec qui a posté le commentaire écoute le podcast, il se reconnaîtra. C'est un mec qui a demandé le Google Sheet de profit et gains sur le podcast de comment gérer son épargne. Je m'en suis pas encore occupé. Ça va venir. T'inquiète pas. Si tu C'est dans écoutes les, le podcast, c'est dans les tuyaux. c'est dans les tuyaux. Ça va venir. Voilà. Bon. Bon, aujourd'hui, on va vous parler, on va essayer de voir et de décortiquer ensemble. Est-ce que l'État, donc est-ce que le gouvernement français peut piquer, est-ce que peut voler notre épargne, donc l'argent que l'on a de côté. Alors quand on dit piquer, il peut le piquer d'une façon, enfin de plusieurs façons, hein. Il peut tuer l'euro, hein. Si l'euro ne vaut plus rien, notre épargne ne vaut plus rien. Il peut également la taxer, la geler, etc. On va voir ça dans la vidéo. Dans un premier temps et dans un second temps, nous verrons ensemble avec Hugo tout simplement comment protéger notre épargne par les différentes classes d'actifs que vous connaissez. On va parler de l'immobilier, des obligations, de l'or, des crypto-monnaies pour une fois, parce que quelques personnes l'ont marqué dans les commentaires. Donc, si vous voulez, on va en parler, et forcément des actions, la classe d'actifs que l'on préfère. Et d'ailleurs, petit teasing, mais sur les crypto-monnaies, il y a quelques petites choses intéressantes à partager. Je dirais pas que j'ai retourné ma veste, je dirais que mon point de vue évolue petit à petit sur les crypto-monnaies parce que je me suis forcé à m'y intéresser. Et voilà, plus j'en apprends, plus je me pose des questions et plus je me dis que c'est peut-être pas une si mauvaise classe d'actifs que ça. Donc voilà, on aura l'occasion aussi d'en discuter un peu dans cette vidéo. Ouais, ouais, carrément. Carrément, carrément. Bon, on commence par la première partie. Donc, est-ce que le gouvernement français peut nous voler? Ça te dit? Très bien. Ouais. Alors, moi, dans ces cas-là, est-ce que l'État peut voler notre argent sans teasing aucun? Je pense que oui, tout simplement. Et il y a qu'à en fait observer le passé. Le passé, ça veut dire beaucoup. On sait tous, on regarde le S&P 500. Pourquoi on investit dans le S&P 500? Parce que historiquement, il a fait 8,5% de croissance. On regarde le passé aussi sur pourquoi on n'investit pas dans des sociétés qui ne sont non rentables, tout simplement parce que généralement, elles ont de grandes chances de faire faillite. Donc le passé, ça a énormément de bons pour moi en finance. Alors, il y a du bon, il y a du mauvais, mais
y a quand même plus de bons pour moi. Voilà, disons que dans tous les cas, personne ne peut prédire l'avenir, personne n'a de boule de cristal. Donc oui, personne ne peut savoir si une action, par exemple, va bien performer dans le futur ou si le S&P 500 va continuer d'être l'indice le plus performant. Mais en se basant sur le passé, on peut tirer des tendances et statistiquement, on va dire qu'on met plus de chances de notre côté de faire des bons placements si on se fie à ce qui a marché dans le passé que de faire l'inverse. Vous comprenez bien que vous avez plus de chances aujourd'hui, si vous investissez sur Apple, d'avoir des bons rendements dans le futur que si vous achetez du Crédit Agricole, par exemple. Petit clin d'œil à quelques commentaires que j'ai reçus dans ma dernière vidéo sur le PEA. Vous comprenez bien que si vous achetez du Crédit Agricole, vous n'allez pas, les gars, faire une performance de dingue. Mais enfin bon, ça, chacun se fera son avis. Et le passé, ça a du bon. Voilà. Et de savoir le passé, en fait, le passé, c'est déjà passé, c'est pour ça qu'on le connaît, et de s'en inspirer et de regarder, de le comprendre, peut nous permettre à ne pas prédire l'avenir, parce que ce n'est pas possible, mais à nous y préparer de fait de ce qui s'est déjà passé avant. Exactement. Et de toute façon, l'investissement, il y a une part de chance, et c'est comme dans tout, vaut mieux mettre toutes ses chances de son côté, et statistiquement, en fait, faut augmenter les chances, quoi. Faut augmenter les statistiques que tout se passe bien, et pour ça, il faut regarder ce qui s'est fait avant, quoi. D'ailleurs, en parlant de chance et en parlant d'investissement, les deux, le livre que tu m'as conseillé de lire sur la psychologie de la monnaie. Psychologie de l'argent, de Morgan Housel. Ouais, la psychologie de l'argent. Sur 2-3 chapitres, justement, il parle comme quoi Bill Gates, etc., des grands milliardaires ont fait fortune. Il y a du travail, etc., c'est indéniable, mais il y a aussi eu un grand facteur chance. Bref, voilà, je vous invite quand même, on vous invite à lire. C'est comme pour les actions. Si t'es un mec qui bosse pas et qui provoque pas ta chance, tu seras jamais Bill Gates. Par contre, si t'es un mec qui bosse et qui met toutes les chances de ton côté, t'auras peut-être une chance de devenir Bill Gates. C'est pareil dans le monde de l'investissement. Si t'achètes que des daubs, t'auras pas un bon rendement. Si t'achètes des entreprises de qualité, tu mets plus de chances de ton côté de surperformer le marché. C'est pas dit que ça t'arrive, hein, parce que personne peut prévoir l'avenir, mais t'as plus de chances. Il n'y a rien sans rien, il faut du travail. C'est ça. Alors bon, justement, après avoir dit ça, donc moi j'ai un peu observé le passé, on a un peu observé le passé pour voir ce qui s'est passé, tout simplement. Est-ce que l'État peut vous voler? Moi je pense que oui, pourquoi? Il n'y a pas besoin d'aller voir très loin. En 2008, vous le savez, il y a eu une crise de la dette. Généralement, les crises économiques proviennent des dettes. Et on va aller un peu en Grèce, voir ce qui s'est passé en chiffres. Donc, leurs voisins, la Grèce, on est bien d'accord, c'est une démocratie. Elle est à côté de la France. On a à peu près les mêmes lois. Voilà, c'est pas non plus la Chine et la France. Non, la Grèce et la France, c'est quand même relativement pareil. Et c'est dans l'Union européenne également. Tout à fait. Tu voulais dire? Ouais, j'allais dire, et surtout membre de l'Union européenne, donc forcément. Voilà. Il y a des, on peut pas rentrer dans l'Union européenne comme ça. Il y a un certain style de gouvernement à avoir, il y a une certaine économie à avoir. Demain, bon, même si elle pourra jamais, mais demain, un pays comme la Chine ne pourra jamais rentrer dans l'Union européenne parce que ces institutions ne correspondent pas. C'est clair. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé en Grèce et à Chypre en 2008? Tout simplement, lors de la crise financière, le gouvernement a promulgué, a obligé la fermeture des banques et a imposé un retrait maximum de 60 € par jour aux distributeurs bancaires. Donc là, c'était impressionnant parce qu'on voyait des files d'attente de personnes, de centaines de personnes derrière le DAB, derrière le distributeur de billets, qui faisaient la queue tout simplement pour tirer un peu d'argent, pas de quoi mettre de côté, mais vraiment de l'argent pour vivre. C'était vraiment, là, ils tiraient la nécessité juste pour la semaine, pour nourrir leurs proches, leur famille, et ils ne pouvaient vraiment rien faire de leur argent. Notamment en Grèce et en Chypre, il y a eu le contrôle des capitaux qui avait été mis en place. Le but, c'était de lutter contre la fuite des capitaux. Ça s'est passé en 2008, ça s'est passé en 2015 parce qu'on sait la Grèce a quand même du mal à gérer son argent. Alors,
là, j'ai aucune dent contre les Grecs parce que en termes de contrôle des capitaux, enfin plutôt en termes de comment dire, de gérer son argent, je pense que la France, on est très très mal placé pour parler, mais et de plus en plus. Donc c'est vraiment, j'ai pas une dent contre les Grecs, mais voilà, instaurer un contrôle des capitaux, c'est vraiment très important. Ça veut dire que l'argent grec, hein, ce qui reste, l'argent des contribuables, donc l'argent des investisseurs, l'argent des familles, de tous les citoyens, en fait, est bloqué. Hein, l'argent gelé, c'est de l'argent qui est bloqué en banque, dont on ne peut pas transvaser, on ne peut pas transférer, on ne peut pas retirer. Donc, en fait, tout simplement, l'argent ne nous appartient plus. Et ça, je trouve ça quand même gravissime. Et forcément, les transferts d'argent à l'étranger, c'était ciao, c'était interdit. Là, il y a eu énormément de problèmes dans le sens où, on le sait, des pays se développent en achetant des fournitures, en achetant des matériaux à d'autres pays. Le problème, c'est qu'il y avait énormément de soucis parce qu'on ne pouvait plus honorer les factures des autres pays, des fournisseurs d'autres pays. Donc, c'était un peu une boucle. Alors, on était en pleine crise financière, mais une crise financière, ça s'est passé. Il y en a déjà eu. Il va en avoir de nouvelles. C'est quasiment, enfin, c'est sûr, c'est sûr. Donc, pour moi, voilà, la Grèce et la Chypre, c'était plutôt le petit point d'entrée pour dire que l'État, déjà, d'ores et déjà, peut piquer notre épargne. On l'a vu en Grèce et en Chypre en 2008, et je vais continuer un peu en France juste après. On va pas parler que des Grecs et des Chypriotes, enfin que des Grecs et des Chypriotes. Tu voulais rajouter un petit truc là-dessus, Hugo? Non, effectivement, sur la Grèce, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on reparlera de la dette un peu plus tard et surtout du défaut possible sur la dette et les conséquences que ça aurait. Mais effectivement, on n'est pas à l'abri d'avoir des comptes qui sont gelés et de ne pas pouvoir retirer son argent ou même faire des virements ou des paiements, effectivement, des transferts à l'étranger. Je trouve ça grave quand même le système de bloquer l'épargne et de bloquer l'argent en fait que des personnes ont mis toute une vie entière à toute une vie entière à économiser, à thésauriser. Voilà, ça a été des sacrifices. Hein. Les gens, ils ont mis de l'argent de côté, ils n'ont pas acheté la nouvelle voiture, ils sont pas partis en voyage. Voilà, et tout ça en fait parce que un gouvernement est incapable de gérer l'argent des contribuables, enfin l'argent provenant des impositions, etc. Moi, je trouve ça scandaleux. Mais bon. Si le gouvernement était bien capable de gérer son argent, ça se saurait. Hein. C'est clair, on est d'accord. Visiblement, il n'y a que la Suisse qui en est capable. Il n'y a que la Suisse et forcément, elle n'est pas européenne. Donc là, on peut se poser d'autres questions. Est-ce que l'Europe est une force ou pas? Bref, on a vu les Grecs, on a vu les Chypriotes, on va un peu parler de la France parce que notre pays a beaucoup d'avantages. Voilà, la sécurité sociale, etc., c'est indéniable. Mais par contre, elle a pas mal d'inconvénients parce que voilà, on donne 1 euro au gouvernement, il va en dépenser 8 et il va en dépenser 6 dans n'importe quoi. On peut donner l'exemple des 8 milliards d'euros pour les JO, par exemple, de dépenses pour les chantiers, sachant qu'ils vont nous faire gagner moins d'argent et qu'on est déjà surendetté. Bref. La France, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, déjà, la crise de la dette en 2008, ça avait touché les Grecs, ça avait touché également la France, ça avait touché tout le monde entier, des faillites notamment de Lehman Brothers aux États-Unis. Nous, en France, on a vu la chute des grandes banques françaises. Et on va pas se mentir, tout notre argent est dedans. Tout notre argent est à la Société Générale, à la BNP, au Crédit Agricole, etc. La Société Générale, en 2 ans, elle avait perdu moins 75% de sa capitalisation boursière, ce qui est énorme. Et l'État a été intervenu à cette époque parce qu'en plus, il y a eu un problème avec l'affaire Kerviel, le trader qui avait perdu 5 milliards d'euros. Donc, est-ce que la banque est infaillible? Pour moi, je ne pense pas. Des banques qui font faillite, ça existe. Il y a eu National Bank Corp il y a pas longtemps, il y a 2 ans, la banque des startups aux États-Unis, je sais plus comment elle s'appelait. Silicon, oui. Ouais, Silicon SVB, je crois. Ouais, voilà, c'est ça, Silicon Valley Bank. Connerie, mais... Donc voilà, les banques ne sont pas infaillibles.
Et mettre de l'argent en banque, c'est une très bonne chose. Hein. C'est pas moi qui vais dire le contraire. On a de l'argent en banque tous les deux, enfin Hugo et moi, mais faut savoir que c'est pas non plus l'institution irréprochable. Hein. Elle peut faire faillite. La BNP, par exemple, la BNP Paribas, donc la première banque française, avait perdu 68% de sa capitalisation boursière. Elle est revenue au fil du temps, mais par contre, si vous regardez le cours de la Société Générale depuis 2008, eh ben, eh ben, par exemple, hein, le prix de revient unitaire de l'action en 2008 de la Société Générale, de mémoire, c'était 135 euros et là, on est à 22 euros. Voilà, donc ça donne un peu une bonne image. C'est le cas pour toutes les banques européennes, hein. C'est pas que les banques françaises, en tout cas toutes les banques dans l'Union européenne. C'est le cas des banques espagnoles, des banques allemandes, la Deutsche Bank. Si vous regardez, en fait, tous les graphiques des banques européennes, on en a un peu parlé dans le podcast, les 3 actions qu'on n'achèterait jamais. Mais tous les graphiques ont exactement le même schéma, c'est-à-dire un grand pic en 2008 et ensuite un crack, et depuis c'est plat. Et ça, c'est le cas pour toutes les banques européennes sans exception. Moi, je suis bien d'accord. Donc voilà, la crise de la dette en 2008, ça avait impacté tout le monde, ça avait impacté les banques et forcément nous, les tout derniers de la liste, mais les plus importants parce que c'est nous qui les finançons. Les banques avaient été sauvées par l'Union européenne et la France, mais attention, et c'est là où quelque chose qui est très important, on peut se poser une question, est-ce qu'on peut être totalement dépendant d'organismes bancaires parce que à la prochaine crise du crédit, qui arrivera forcément, hein, c'est inévitable, une crise, ça fait partie de l'histoire, et généralement une crise en finance, une crise économique, ça provient des dettes. Et là, on le sait, quelque chose pas négligeable, hein, c'est qu'en 2008, la dette de la France, ça représentait 68,8% du PIB, donc grosso modo 70% du PIB. Et ça, c'était en 2008. En 2008, hein, elle a sauvé la Société Générale, l'État français a sauvé la SG, mais elle avait quand même une dette de 70% du PIB. En 2024, donc cette année, la dette de la France représente 102% du PIB. 102% du PIB. Ça veut dire que là, techniquement, la marge de manœuvre est beaucoup plus serrée. En termes de chiffres, sans parler de pourcentage, on est passé de 1327 milliards de dettes en 2008 à 3159 milliards de dettes en 2024. Bon, là, quand on double la dette en si peu de temps, vous vous assurez que la marge de manœuvre est beaucoup plus serrée. La France peut pas remettre la main au portefeuille pour sauver une ou deux institutions, tout simplement parce qu'elle n'aura pas l'argent. Et forcément, l'État ou même une institution ne peut pas purger une dette parce que ça veut dire que la note de la dette s'envolera. Un pays ou une entreprise qui ne peut pas payer son coupon, ne peut pas payer son dividende d'obligation, fait défaut en fait, c'est forcément la faillite quasiment assurée. Voilà. Donc pour moi, je pense que la prochaine crise de crédit coulera forcément la France. D'ailleurs, t'as vu la situation en Chine en ce moment? Eh ben, j'ai vu, il y a 20 banques qui ont coulé, un truc comme ça. Je crois que la dernière fois que j'avais regardé, il y avait 80 banques qui ont fait faillite en Chine dans l'espace de 1 mois. Faillite bancaire Chine. C'est impressionnant. Mais là aussi, c'est un régime qui est complètement particulier parce qu'en fait, les banques chinoises, est-ce qu'elles appartiennent En fait, j'ai du mal à comprendre ce système chinois. 40 banques. 40 banques ont fait faillite en Chine et en fait, moi, de ce que j'avais lu, donc c'est surtout des petites banques régionales qui ont fait des crédits immobiliers à des entreprises pas terribles en termes de solvabilité. Et vu qu'il y a une crise immobilière en Chine, toutes les petites entreprises de l'immobilier, du BTP, etc., elles font faillite. Du coup, elles remboursent pas les banques. Du coup, les banques font faillite. Et l'État chinois essaye de camoufler un peu le truc en fusionnant les banques et en faisant racheter les petites banques par les grosses banques. Mais en fait, il y a un risque de contagion à des banques plus grosses. Et plus il y aurait de contagion de défaut sur du crédit, plus ça pourrait se propager à des banques de plus en plus grosses et potentiellement aussi à l'échelle internationale, à des banques d'autres pays qui auraient de la dette en Chine, que ce soit de la dette immobilière ou de la dette souveraine, peut-être, pourquoi pas, chinoise. Donc,
est-ce que la prochaine crise bancaire viendra de Chine? Telle est la question. Là, la question, honnêtement, je veux pas dire de bêtises parce que je connais pas trop le modèle chinois qui est bien particulier. On n'est pas dans une démocratie, loin de là. Donc, je sais pas trop en penser de tout ça. Moi, c'est surtout les pays de l'OCDE, donc les États-Unis, la France, qui m'inquiètent parce que sont des économies très fortes, mais de moins en moins, selon moi, et de plus en plus endettés. Donc, forcément, c'est des colosses au pied d'argile, de plus en plus, en fait. Donc, Oui, et puis alors que le marché est très, très haut, quoi. C'est ça, en fait, qui est impressionnant. oui, et puis surtout la question, déjà la Chine est beaucoup moins endettée que la France ou les États-Unis par exemple. Puis la question après, c'est que si il y a le moindre défaut sur la dette d'un pays de l'OCDE, qui va prêter de l'argent ensuite? Plus personne n'achètera des obligations en tant que particulier. Les entreprises en achèteront plus. Les pays de l'OCDE ne seront plus capables de se prêter eux-mêmes de l'argent entre eux parce qu'ils feront faillite. Bien sûr. Et les pays du reste du monde, des BRICS, etc., ils vont dire votre dette pourrie, vous la gardez, quoi. Donc ils vont plus prêter de l'argent. Et c'est surtout et moi je pense que c'est ce qui se passera, c'est que les pays voilà qui sont comme la Chine, comme la Russie, parce qu'on a beau dire la Russie elle a énormément d'or. La Russie, on croit, elle a attaqué l'Ukraine, etc. On pensait que son économie allait s'effondrer. Elle s'effondre pas. Pourquoi? Parce que le pays est immensément riche et on est immensément dépendant des matériaux russes, gaz, Riche, pétrole. effectivement, en matières premières. Ouais, c'est impressionnant. Et en or, ils ont beaucoup d'or en stock, donc forcément, le rouble, Ouais. oui, c'est ça, c'est le rouble ne dévalue pas. Et chose gravissime, c'est quand la Grèce avait coulé, bah forcément, le pays, faut bien qu'il finance, faut qu'il fasse tourner la machine, etc. Le problème, c'est quand on est insolvable, qu'est-ce que l'on fait? Eh ben, on vend ses actifs. On vend ses actifs, et forcément, vous vous en doutez bien, la Grèce était à vendre, les actifs immobiliers étaient à vendre, et là on parle pas d'un appartement ou deux, on parle vraiment, par exemple, la Grèce avait revendu son plus grand port, a revendu son plus grand port, vous imaginez bien, pas la France, mais c'est la Chine qui a racheté le plus grand port grec, donc la Chine est au pied de l'Europe, d'ores et déjà, par le port grec. Et très bien placé, hein, parce que vous voyez le canal de Suez, il y a le port grec qui est là, le canal de Suez, les bateaux montent et peuvent après redispatcher dans tout la mer Méditerranée, que ce soit en Afrique de l'Ouest et forcément en France, Allemagne, etc. par le nord. Donc c'était un point stratégique qui a été racheté sans trop de difficulté parce que c'était un État qui était fauché et un autre qui était riche et qui continue d'être riche avec de la croissance et forcément qui profite des opportunités. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc moi, je pars toujours d'un postulat, c'est que l'État français est incapable de gérer l'argent qu'elle récolte. On le voit, hein, dans les journaux, on en parle pas mal en ce moment. La France a toujours besoin de plus en plus d'argent pour se financer. En fait, la question qu'on va se poser, c'est prendre l'argent, mais pour financer, qu'est-ce qu'elle va financer avec cet argent? Elle va pas financer sa croissance parce qu'on sait qu'il y a quasiment 1% qui est attendu en 2024. Et je pense qu'on fera moins, on fera 0,9 de performance, de croissance, qui est pas énorme. Elle a besoin d'argent pour financer son école publique. Le problème, c'est qu'il y a le classement PISA, hein, qui est facilement consultable. En 2020, la France, pour vous donner un exemple, hein, la France était classée 13e en lecture, En 2000. 14e, en 2000, excuse-moi. En 2000, la France était classée 13e en lecture, 14e en mathématiques, 12e en sciences. Et en 2022, donc 22 ans après, la France est classée 26e, donc on a perdu plus de la moitié. 25e en mathématiques et 27e en sciences. Pour faire simple, hein, on perd 10 places sur chaque matière tous les 20 ans. Pour moi, ça, c'est pas un pays qui va vers l'avant, c'est pas un pays qui gagne de la croissance et qui gagne du savoir-faire, de la notoriété, nos talents partent, etc. Donc, en fait, on peut se poser la question, est-ce qu'on a confiance dans la France, dans l'économie française, dans sa gestion actuelle? Ça, c'est quand même une question qu'on peut se poser assez facilement.
Voilà, donc pour moi, c'est vrai que l'État peut voler notre épargne. Enfin, en fait, surtout que avec notre épargne, l'État ne fait rien actuellement. C'est surtout ça. Elle le gère mal. Voilà, tu veux voir, tu veux compléter un truc là-dessus? Je fais mon petit sermon. Ouais, franchement, le titre du podcast, quand tu m'en as parlé la dernière fois, quand tu m'en as parlé, je me suis dit, ah putain, ouais, c'est vrai, ça peut être sympa d'en parler. Il y a tellement de choses à dire, parce qu'en plus, on était en pleine période électorale, etc. Premier tour des législatives, voilà, avec le RN en tête. Après, second tour, où l'Union populaire est passée avec pas mal de voix en faisant alliance. Enfin, un truc de dingue, quoi. Donc, ouais, c'est tendance d'en parler, on va dire. C'était intéressant de travailler dessus. Et effectivement, tu as parlé de la crise financière de 2008, tu as parlé de la dette, enfin des dettes souveraines des États de l'OCDE. La question qu'il faut se poser aussi, c'est qu'est-ce qui se passe si un pays ne rembourse pas sa dette? Et pour ça, il y a eu plein d'exemples dans l'histoire, que ce soit au niveau international, mais surtout au niveau français. Il n'y a pas si longtemps que ça, dans l'histoire, au moment de la Révolution française, la France a fait une faillite. Elle a fait ce qu'on a appelé la faillite des 2 tiers, où elle a tout simplement annulé en fait les 2 tiers de sa dette. Donc, ce qui fait que, grosso modo, pour 100 euros de dette, il lui en restait plus que 33. Et ça fait que pendant la Révolution française, après la Révolution française. Ok, je savais pas. Ok. Et effectivement, donc cette faillite des 2 tiers, ça fait que si vous, en tant que particulier, par exemple, vous aviez prêté 100 euros à l'État, vous avez une obligation qui vaut 100 euros, elle vaut 33. Simplement. Donc en fait, vous avez perdu les 2 tiers de votre capacité, enfin de votre patrimoine, de votre patrimoine aussi, si jamais vous avez détenu de la dette française à ce moment-là, à l'époque. Et ça vaut aussi pour les pays qui ont prêté de l'argent à la France à ce moment-là. Du coup, tu perds toute crédibilité future si tu veux te refinancer par de la dette. Là, c'est clair que tu auras le bonnet d'âne qui sera sur ta tête, quoi, ça c'est sûr. Et tu vois, donc c'était le 30 septembre 1797, donc juste pendant le Directoire, donc avant l'arrivée de Napoléon au pouvoir et avant la campagne d'Italie, en sachant que qu'il y a eu d'autres faillites de l'histoire de France, notamment la faillite sous Philippe le Bel, qui a refusé de payer les créances à l'ordre des Templiers, qui a été des gros prêteurs auprès de la couronne de France et qui du coup a fait exécuter comment il s'appelait le dernier Templier. Le dernier des Templiers, le dernier chef des Templiers, c'est l'introduction de Assassin's Creed Unity là. D'ailleurs, le dernier Templier, pour la petite chose historique, il a été brûlé à Paris sur l'île. L'île Saint-Louis. Ouais, l'île Saint-Louis, voilà. Si. Non, c'est l'autre, c'est d'à côté. L'île de la Cité. Sur l'île de la Cité. Ouais, je crois, justement, quand tu descends le pont, il y a toute une effigie comme quoi, voilà, le dernier Templier est décédé ici, brûlé vif ici. Bref, c'était le petit côté historique. Philippe de Molay, un truc comme ça. Attends, dernier Templier. Jacques de Molay. Voilà, Jacques de Molay. Donc, qui s'est fait brûler. Et l'ordre des Templiers a été complètement exterminé, justement, parce que il avait prêté beaucoup d'argent à la couronne de France et à Philippe le Bel. Et Philippe le Bel s'est dit, du coup, j'ai pas envie de rembourser, donc on va les buter, quoi. Et effectivement, on a eu une autre faillite en 1726 en France. 1726, après notamment la guerre de succession d'Espagne qui a ruiné la France à la fin du règne de Louis XIV. Et on a eu encore une autre faillite après la guerre de 7 ans en 1763 sous Louis XV qui a également fait annuler une partie de la dette française. Mais la plus récente, en tout cas, c'est la faillite des 2 tiers de 1797. Et les conséquences, c'est tout simple. Les conséquences, c'est que plus personne veut vous prêter d'argent. Donc vous pouvez plus lever de dette, donc vous avez plus d'argent. Donc en fait, le seul argent que vous pouvez dépenser, c'est l'argent qui rentre réellement dans les caisses. Et en plus de ça, en tant qu'épargnant, vous concrètement, ce qui va vous intéresser, c'est que potentiellement vos placements en obligations françaises ou dans notre pays qui aurait fait faillite
ne vaudront plus rien. Et il y a aussi l'exemple de la faillite russe, de la dette russe à la chute de l'URSS dans les années 90. Alors là, j'ai pas les dates en tête non plus, mais vous pourrez aller vous renseigner si jamais ça vous intéresse. Mais en gros, c'est ça, la faillite sur les emprunts russes dans les années 90, c'est que tout simplement, si demain tu as de la dette russe, elle vaut zéro. De la même manière que si vous achetiez une action qui fait faillite, en fait, une action Atos, par exemple, aujourd'hui, elle vaut plus rien. C'est exactement le même principe sur des obligations cotées. Voilà. Parenthèse. C'était le petit point historique, mais c'est très intéressant. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant de se plonger un peu dans le passé, parce qu'on sait que le futur, généralement, ça peut être un renouvellement du passé régulier. Comme disait Churchill, qui ne connaît pas son passé est condamné à le revivre. Absolument, absolument, absolument. Et comme a dit Margaret Thatcher, non, je vais pas dire ce qu'elle a dit, Margaret Thatcher. Qu'est-ce qu'elle a dit, Margaret Thatcher? Margaret Thatcher a dit le problème avec le socialisme, c'est quand il a dépensé tout l'argent des autres, il n'a plus d'argent à dépenser. Donc, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Ouais, donc ça m'a fait rire quand même. Est-ce que tu veux nous parler de la loi Sapin 2? Oui, je vais vous en parler de la loi Sapin 2. Qu'est-ce que c'est? Donc déjà, on est encore là dans le grand 1, la première partie. Est-ce que l'État peut piquer notre épargne? Eh ben là, vous le savez, la France a du mal à gérer son argent et il y a des lois. La France est très réglementée, beaucoup de pays sont très réglementés, mais particulièrement la France. Et il y a une loi qui est forcément applicable, qui a des décrets et des articles. Et je vais vous parler de la loi Sapin, comme l'arbre, Sapin 2, article 49, tout simplement. L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, donc l'ACPR, peut, en situation de crise financière grave, en gros 2008, 2020 aussi, ça aurait pu être le cas. Donc, en cas de situation de crise financière grave qui menace la stabilité du système financier, qui est en ce moment assez mouvementé, peut restreindre temporairement les opérations de rachat, donc les opérations de retrait ou d'arbitrage. Donc, c'est le changement de support d'investissement. Donc, l'arbitrage, ça peut être très bien. On a un PEA, on veut passer à une assurance vie ou un CTO. Ça, c'est une opération d'arbitrage. Donc, des contrats d'assurance vie. L'objectif ici, ça va être d'empêcher les retraits d'argent pour contenir la crise. Si les capitaux y partent, comme on vous l'a dit juste avant, forcément, il n'y a plus d'argent à mettre dans le moulin pour refinancer la dette, pour contenir, pour éviter que tout parte en vrille. Donc, la loi Sapin 2, c'est l'objectif premier. Voilà, c'est vraiment d'empêcher que l'argent fuit le pays. Donc tout simplement, le plan d'épargne retraite, donc le fameux PER qui vaut pas grand-chose, l'assurance vie qui vaut vraiment pas grand-chose, et les livrets, on n'en parle même pas, c'est le blocage total. Ils sont gelés. Alors là, la loi Sapin 2, on se dit, mais putain, pendant combien de temps ça peut durer? Donc la loi, c'est... la durée maximale du blocage, c'est 3 mois, renouvelable une fois, donc c'est 6 mois. Bon, on est d'accord qu'en 6 mois, c'est long, il peut se passer beaucoup de choses, surtout pendant une crise financière. 6 mois, ça suffit vraiment, ça suffit amplement pour que l'euro ne vale plus rien. 6 mois, c'est très très long. Surtout quand tout votre argent est dedans. Pendant 6 mois, si vous devez aller à la tirette pour prendre 50 € pour vivre toute la semaine, à mon avis, c'est long. Franchement, c'est long. Voilà, donc la loi Sapin 2, c'est aussi au-dessus de 100 000 € de dépôt, l'État peut geler le reste. Donc, vous avez 110 000 €, ils prennent les 10 000, hop, c'est emballé, c'est plus pour vous. Ils le gèlent et en réalité, ils peuvent le prendre pour refinancer des actifs, pour refinancer leurs dettes. Ça va être surtout ça, pour refinancer leurs dettes. Donc là, tout simplement, l'État peut piquer notre argent en période de crise. Il y a des lois qui ont été faites et il y a des lois qui peuvent être appliquées et forcément qu'ils le seront si l'État est en crise systémique, si les banques commencent à faire faillite. C'est sûr. Et je ne pense pas que l'État ne se gênera pour geler nos actifs. Encore une fois, les actifs, c'est tout l'argent que vous avez mis de côté. C'est quasiment tout l'argent. Voilà. Donc moi, je trouve ça un peu... que quand tu parles d'actifs, et je pense que c'est là qu'il va falloir vraiment faire la distinction
pour la partie 2 de la vidéo. C'est effectivement, comme tu l'as dit, donc les comptes épargne réglementés, donc les livrets, les assurances vie, les PER et potentiellement aussi tout ce qui est PEL. Ouais, c'est ça, PEL, ou tous les livrets réglementés, quoi. Ouais, voilà, parce que c'est des livrets réglementés par l'État. Alors, les actifs, là, on n'entend pas les actions, parce que les actions, ça n'appartient pas à l'État. Mais ça, on va en reparler dans la seconde partie de la vidéo, hein. Les actions sont des actifs, on est d'accord, mais ce sont des biens corporels, mais ça n'appartient pas du tout à l'État, ça appartient à l'entreprise, donc à un organisme privé, Dieu merci. Exactement. Et d'ailleurs, si tu prends l'exemple des assurances vie et des PER, tu peux mettre à peu près tout ce que tu veux dans une assurance vie ou un PER, que ce soit des actions, que ce soit des fonds euros. Si je pense qu'on reviendra sur les fonds euros dans la deuxième partie. Mais ce qu'il faut garder en tête avec ce type d'enveloppe PER assurance vie, c'est que même si tu achètes une action LVMH dessus, elle t'appartient pas. Elle t'appartient pas vraiment. En fait, elle appartient à l'assureur qui l'achète pour toi. Toi, t'as juste. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, dans une assurance vie, en fait, les trucs que t'as dans l'assurance vie, ils sont pas vraiment à toi, ils sont à l'assureur. Et toi, t'as un contrat. Enfin, je saurais pas exactement t'expliquer comment ça fonctionne, mais C'est comme Trading 212, quoi. C'est en fait Trading 212 qui a ton action. T'es pas propriétaire de l'action. L'action officiellement appartient à l'assureur qui lui l'achète dans le cadre de l'assurance vie et en fait l'achète pour toi. Ok, putain, je savais pas du tout. C'est pour ça que si tu achètes par exemple des actions LVMH dans une assurance vie, ou même moi je me rappelle à l'époque où je mettais encore de l'argent sur mon assurance vie, ce qui n'est plus le cas, et que j'avais acheté le Lixor MSCI World, et cet ETF Lixor MSCI World était en distribuant. Et j'avais demandé justement à l'assurance vie, non seulement en fait tu peux acheter des fractions d'ETF et d'actions, parce qu'en fait vu que ça t'appartient pas vraiment, l'assureur lui va acheter l'action, le titre plein, et va te faire profiter en fait de la fraction du titre au prorata de l'argent que t'as mis. C'est pour ça que quand t'es dans une assurance vie, t'es pas comme sur un PEA ou sur un compte titre potentiellement limité à acheter des titres, à acheter une action LVMH par exemple à 700 euros. Tu peux acheter 10 balles d'LVMH sur une assurance vie sans problème. Et de la même manière, les coupons ou dividendes sont directement réinvestis aussi dans le titre. Parce que vu que c'est pas une enveloppe qui t'appartient vraiment, si tu perçois des coupons, par exemple le TF MSCI World que j'avais pris, c'était un distribuant, bah en fait, toi, tu n'as pas accès à ces coupons. Ils sont pas versés en cash sur ton compte. Ils sont directement réinvestis dans l'ETF de manière un peu opaque, entre guillemets. Ok, ouais, avec leur commission, j'imagine. Et en sachant qu'en plus de ça, on s'égare un peu, mais bref, l'assurance vie, c'est ultra illiquide, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a beaucoup de gens qui disent l'assurance vie, c'est bien pour l'épargne de précaution. Moi, je suis totalement contre. Essayez de faire un rachat sur votre assurance vie. Essayez de faire un putain de rachat. Moi, je l'avais fait sur mon assurance vie parce que justement, je voulais la clôturer pour remplir des papiers. Il faut signer. Il faut se justifier. Surtout, moi, ça, c'est quelque chose que je déteste. Il faut dire à l'assureur pourquoi est-ce que tu veux faire un rachat. Moi, je suis désolé, c'est mon argent. Alors, c'est ton argent. Hein. Et si j'ai envie de faire un rachat, je fais un rachat, ça te regarde pas, tu vois. C'est ton argent. Et c'est 2 semaines. 2 semaines. Moi, j'avais mis 2 semaines à recevoir l'argent sur mon compte courant. Et c'est payant, en plus, je crois, si tu... Non, c'est pas payant? Ça dépend des assurances vie. Moi, je sais que c'était chez Fortuneo, c'était pas payant. C'était gratuit. Ok. Parce que moi, je suis chez la Société Générale. Là, je pense qu'à mon avis, ils te découpent. Ah non, Société Générale, BNP, à mon avis, tu te fais allumer. Non seulement tu es obligé de te justifier, ça prend 2 semaines et en plus, tu payes. Ouais, je pense. Parce que je pense que si au bout de... Enfin, c'est 8 ans, ouais, je crois que c'est 8 ans, une assurance vie pour que ça fonctionne, là, le truc d'aide de l'État, enfin, la décote de taxes. Et je crois que justement, si tu l'as résilié avant, t'es imposé. Donc, ouais, je vois pas trop là. Alors moi, je suis pas du tout dans une assurance vie, c'est pas du tout ce que je conseille. Donc, je préfère éviter. Ouais. Carrément. Ok, d'accord. Bon, bah, faites attention à vos classes d'actifs, mais ça, on va en reparler juste après dans la seconde partie qu'on va pas tarder à voir. On va juste faire un petit récap sur l'épargne des Français avant, parce que forcément, là, on vous a dit, la loi Sapin 2 peut voler votre épargne.
Et on le sait, l'épargne des Français a Alors, juste une explosé. question, quand tu dis voler, Ouais, dis-moi. tu dis que l'État peut geler jusqu'à 100 000 euros de dépôt. Quand tu dis voler, c'est-à-dire? Parce que Quand je dis geler, voler, c'est pas c'est-à-dire pareil que voler. gelé, absolument. Gelé, c'est-à-dire que l'argent, voilà, t'as 100 000, t'as 200 000 euros sur ton assurance vie, il te gèle les 100 000 euros en plus des 100 000. Donc, t'as plus le droit d'y toucher. C'est comme les avoirs russes, là, pendant la guerre. Voilà, ils sont plus le droit de toucher à leur yacht. Pas de bras, pas de chocolat. Donc, voler, quand je dis voler, tout simplement, bah, c'est qu'ils puisent dedans. C'est qu'ils puisent dedans. La loi Sapin 2, on le sait, elle peut geler, mais il y a eu plusieurs lois, que je vais te montrer juste après, en fait, d'Italie qui ont carrément taxé en fait l'épargne qui était en fait à la base pas gelée, mais qui était en épargne. Et l'Italie ne s'est pas gênée, Chypre aussi ne s'est pas gêné pour taxer, mais taxer, bon, petit spoil, mais à 47% l'épargne. Donc, et en fait, tout ça, j'ai pas du tout une vision pessimiste parce que je pense qu'on ne doit pas être pessimiste si on investit en bourse, mais de l'épargne qui est gelée, c'est de l'épargne qui ne vous appartient pas et c'est de l'État qui peut être volé. Dans le sens où déjà gelée, ça veut dire que l'État ne vous la rend pas. Donc moi déjà, je considère ça comme un vol. Parce que quand c'est ton argent qui est placé à la banque en assurance vie, par exemple, je pars du principe où c'est ton argent, donc tu as le droit de la consommer, tu as le droit de la dépenser à n'importe quel moment du temps parce que c'est ton argent, c'est le fruit de ton travail. Et le fait que ça soit gelé t'empêche ce bien, t'empêche de cette dépense potentielle. Donc pour moi, c'est tout simplement du vol. C'est tout simplement du vol de ton épargne, quoi. Enfin, pour moi, c'est inconcevable en fait de placer de l'argent et que l'État, à un moment, est en crise parce que n'a pas su gérer son argent et te vole parce que il y a plusieurs lois. Par exemple, la CSG-CRDS, sous Mitterrand, de mémoire, c'était ça. C'était une taxe qui était provisoire. Fallait remettre un peu de l'argent dans les comptes de la France. Voilà, donc c'était provisoire. On est en 2024, on est en juillet 2024. La CRG-CRDS est encore en place. Voilà, c'était provisoire. Ça l'est encore, hein, mais ça fait 24 ans. Ça fait 24 ans. Est-ce que les taxes, c'est pas une sorte de vol aussi? Je pense que ce serait un bon sujet de Alors, discussion. ouais, ça peut être un bon sujet de discussion. Moi, de l'argent, c'est l'utiliser Je pense correctement. que ça dépend à quel taux et ça dépend à quelle fin, surtout, il est utilisé. Voilà. Que Payer au de taux de l'impôt, ça a dû... taxation actuel et au vu de l'utilisation actuelle qui en est faite, est-ce que ce n'est pas du vol? Ça pourrait être sujet à débat. N'hésitez pas à nous le mettre, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. En tout cas, si vous voulez qu'on traite ce sujet-là, ça sera avec grand plaisir. N'hésitez pas vraiment, mettez-le en commentaire parce que je pense qu'on peut en faire un ou même deux podcasts dessus. Pour moi, non, les taxes, ça a du bon, mais par contre, voilà, une taxe à 45%, je vois pas ce qui est de bien. Voilà. Carrément. Puis voilà, une taxe avec un classement PISA qui dégringole, une croissance au rabais. Dans ces cas-là, on est légitime et c'est légal aussi de demander, en fait, hein, vous pouvez, c'est légal, hein, c'est dans la Constitution, vous pouvez demander à ImpôtGouv où va votre argent, hein. Vous allez sur votre site d'imposition, vous demandez, voilà, je veux le détail de où est parti mon argent. Ils ne vous répondront pas, mais normalement, ils doivent. Enfin. Bon, alors sinon, l'épargne des Français. L'épargne des Français, est-ce qu'il faut bien quelque chose à geler ou à voler? L'épargne des Français, en ce moment, il a explosé depuis le Covid, hein. Le taux d'épargne en France est supérieur aux pays de la zone euro. J'ai pas, je crois que c'est 10 points d'écart, donc c'est énorme. On est à 26% de mémoire. En gros, un Français épargne en moyenne 15% de son revenu brut, ce qui est quand même au-delà de la zone euro. L'épargne totale des Français, en ce moment, elle atteint des niveaux records. On est à plus de 6 000 milliards d'euros hors immobilier. Donc là, c'est vraiment l'épargne sur les livrets, etc. Soit le double de la dette publique. Et c'est ça où il faut faire attention parce que la dette, on vous l'a dit, elle est à 3 000 milliards et l'épargne, elle est à 6 000 milliards. Donc là, vous imaginez que dans la tête des politiques, on se dit,
les politiques, c'est très simple, hein. Le RN veut taxer l'épargne. L'Union populaire, bon, là, lui aussi veut taxer, et pas des moindres. Euh, voilà. Il y a 6 000 milliards qui dorment et il y a 3 000 milliards de surendettement. Forcément, le calcul, il est vite fait. C'est plutôt alléchant. Les gens, ils ont, forcément, comme tout politique, on a envie de récupérer là où il y a de l'argent. Voilà, donc les 2 tiers dorment sur des comptes bancaires ou de l'épargne réglementée. Donc les assurances vie, les livrets d'épargne, par exemple, LDDS, livret A. Forcément, c'est plutôt alléchant pour les gouvernements qui auront et qui seront tentés forcément à un moment de taper dedans. Il y a de très grandes chances pour que ça arrive. Par exemple, les assurances vie, elles sont composées. Si on prend l'exemple si on prend l'exemple des assurances vie, elles sont composées très largement d'obligations d'État. Depuis 2008, il faut savoir que les banques sont obligées d'en acheter. Les banques sont obligées d'acheter de la dette européenne et particulièrement française. Voilà, la question, elle est simple, les amis. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire. Si vous êtes investi dans une assurance vie, en euros, ce qui est 90% du temps le cas, avez-vous confiance en l'économie européenne et plus particulièrement, avez-vous confiance en l'économie française sur le long terme? Parce que Hugo et moi, vous le savez, on raisonne sur le long terme. Voilà. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire, ça m'intéresse. Et je pense que effectivement, dans le vol entre guillemets de l'épargne, comme tu l'as mentionné, il y a un peu 3 catégories. Un, le gel des liquidités ou de l'épargne en règle générale, qui fait que tu peux plus, par exemple, demain tu as une assurance vie, tu peux plus faire de rachat, ta banque te l'interdit. Tu as un livret, tu peux plus faire de virement sortant, par exemple, ou même entrant, c'est gelé. Et pareil sur un PER ou autre. Premier point, donc gel de l'épargne. Deuxième point, taxation de l'épargne, donc qui serait une sorte de vol en soi, hein, comme tu l'as mentionné avec l'exemple de Chypre, hein, je crois que c'était ça, 47,5% des dépôts bancaires supérieurs à 100 000 euros, donc c'est énorme. T'imagines. C'est énorme. Et également ce que tu avais dit, donc sur l'Italie, c'était quoi? Sur l'Italie, c'était juste après, en fait, c'est dans mon sujet, taxer l'épargne, c'est possible. Si tu veux en parler vite fait. Okay. Enfin, si tu veux en parler. Ouais, donc on a dit donc Chypre, donc l'Italie. Je veux bien que tu parles du cas de l'Italie là en 1992. Par exemple, donc Chypre avait ponctionné 47,5% des dépôts bancaires, ce qui est plutôt énorme, hein, au-dessus de 100 000 euros. Et en 1992, donc on n'est pas à l'époque de Philippe le Bel, hein, on est vraiment en 1992, c'est juste derrière. Hein. Donc la dette de l'Italie représentait 120% du PIB. 120% du PIB. On est à les Italiens, on voit que c'est des champions en termes de gestion de la dette. Hein. Ouais, eux, ils y arrivent vraiment pas. Eux, vraiment, ils y arrivent pas. Mais faire des pizzas, mais alors on pense qu'il y a de la dette, hein. Ouais, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Mais par contre, t'as vu, la France, on s'en rapproche dangereusement. 120% du PIB pour l'Italie, nous, on est vraiment à quelques points de différence. Donc, on s'en rapproche à grands pas. Le gouvernement italien, en 1992, avait décidé de mettre en place un prélèvement de 0,6%. Donc là, les rageux, ils vont me dire, oui, mais 0,6, c'est pas beaucoup. Ah, mais bon, c'est encore un prélèvement sur la somme d'impôt qui a déjà été prélevée sur l'ensemble des dépôts bancaires pour se désendetter. Et là, j'ai pas mis les chiffres, mais ça avait permis de récolter en quelques semaines 3 milliards d'euros. Non, c'était en 1992, donc c'était en lire. Je crois que c'était ça, en lire, la monnaie italienne. Donc, la 0,6%, c'est pas anodin, ça fait quand même partie. Puis bon, c'est une taxe c'est un prélèvement sur l'argent qui nous appartient. Donc je trouve ça un peu malheureux quand même. C'est de l'argent surtout qui a déjà été taxé. C'est ça le grand. C'est de l'argent absolument, c'est de l'argent qui est à la toute fin. Hop, on t'en reprend un peu. C'est comme les cigarettes, c'est terrible. Le FMI à cette époque, le FMI, donc le Fonds monétaire international, dirigé anciennement par Dominique Strauss-Kahn, on le connaît tous pour ses débats où je m'en
on le connaît tous, et qui est actuellement dirigé par Christine Lagarde, donc une Française également. Le FMI avait été d'accord avec la pratique de l'Italie, et par exemple, bah, le RN et C'est pas la BCE, Christine Lagarde, plutôt? Ah putain, attends, je confonds. Le FMI, c'était quoi? Non, le FMI, c'était Dominique Strauss-Kahn. Oui, mais Christine Lagarde, c'est la BCE. C'est la Vrai, BCE. je dis une bêtise, je dis une boulette. Ouais, vrai. Christine Lagarde, la BCE. Et le FMI, actuellement, c'est 2,8 sur 5 sur Google Maps. C'est Kristalina Georgieva. Ok, bon, Serbe. c'est italienne. Serbe. Ah, Serbe, ok. Voilà, donc moi, je pense que, Ah bah, non, en bulgare. réalité, ce n'est que... Dis-moi. Ah non, bulgare, pardon. Bulgare, bon, voilà. Bon, tout ça pour dire que je pense que c'est qu'une question de temps, mais ça arrivera. C'est sûr que l'État prélèvera, c'est le mot poli pour dire voler notre épargne, parce que ça va se poser la question. Hein. Il y a les gouvernements, le Rassemblement national, le nouveau Front populaire, la NFP en parle. Ensemble, le gouvernement, enfin de majorité, donc Macron n'en parle pas, mais vu qu'il a augmenté de 1000 milliards la dette, faut mieux pas qu'il en parle. Euh, il mettra un peu de l'huile sur le feu. Tout à fait. Et comme on a dit, premier point, gel de l'épargne. Deuxième point, vol slash taxation ou prélèvement, ce qui est tout à fait probable. Et trois, faillite totale ou partielle sur la dette. Et c'est pas d'ailleurs impossible que les trois n'arrivent pas en même temps, puisque dans l'optique où demain vous avez une assurance vie qui, dans le pire du pire des cas, mettons vous avez une assurance vie qui est 100% en fonds euros, 100% en fonds euros qui est majoritairement exposé sur de la dette française. La France fait faillite et décide de geler votre assurance vie, donc déjà vous pouvez plus la prendre, donc vos 200 000 euros ils sont bloqués, plus décide de faire une faillite de moitié par exemple, on va dire, pour simplifier, sur sa dette. Donc mettons que 50% de vos fonds euros sont exposés à la dette française, donc ça fait que 25% de votre fonds euros il vaut zéro. Donc ça fait que, grosso modo, déjà, vous avez perdu 50 000 euros sur votre assurance vie juste parce que l'État ne veut pas rembourser une partie de sa dette. Premier point. Deuxième point, il pourrait décider de taxer tout ce qui est au-dessus de 100 000 euros. Et donc non seulement votre épargne est bloquée, mais en plus vous avez perdu 100 000 euros dans l'histoire. Ouais, c'est assez bien résumé, c'est pas très glorieux. Et pour couronner le tout, voilà, penchez-vous dessus. Ça peut être une bonne phrase de conclusion, enfin plutôt un axe de recherche si ça vous intéresse. Mais en ce moment, la capitalisation boursière des dettes, donc des obligations de l'OCDE, est bien supérieure aux capitalisations boursières des actions de Ah oui. l'OCDE. C'est-à-dire que nos dettes si elles sont, enfin, ça veut dire que si on purge toutes nos actions, toutes nos capitalisations boursières d'actions pour rembourser nos dettes, ça ne couvrira pas du tout le montant escompté. Voilà. Donc c'est un axe, si ça vous intéresse, voilà, de vous pencher dessus. J'ai vu ça, je l'ai placé là. À vous de faire vos recherches. Voilà. Oui, je crois que de mémoire, j'ai pas envie de dire de conneries, mais au pire, même si j'ai une connerie, c'est pas grave, mais je crois que c'est 2, 3 ou 4 fois le marché boursier, le marché des obligations. C'est énorme. Ouais, non, c'est énorme, c'est énorme. Énorme. Bon, tu veux qu'on enchaîne sur la deuxième, comment protéger votre épargne? Oui, Ouais, oui, bon, effectivement. deuxième partie, donc comment protéger votre épargne? Toi, est-ce que tu penses que ton épargne est bien protégée? Oui. Ok, super, on termine la vidéo. C'est terminé à la semaine prochaine. Non, effectivement, moi je pense qu'il y a des règles de base en fait pour protéger son épargne. Un, il faut en avoir. Si t'as pas d'épargne, t'as rien à protéger. Règle de base. Donc point numéro un, épargner. Point numéro 2, rester loin de l'État, que ce soit dans les actions, comme on en a déjà parlé dans les dernières vidéos, ou dans votre patrimoine en général. Plus vous êtes loin de l'État, mieux vous êtes. Et donc pour ça, ça veut dire tout ce qui est réglementé, donc les livrets bancaires, éviter au maximum, sauf pour le strict minimum. Et quand on dit strict minimum, c'est vraiment épargne de précaution
et ou épargne court terme qui est destinée à un projet immobilier, puisque si demain vous avez, mettons, 10 ou 20 000 euros sur des livrets, même si vous en perdez la moitié, ça va faire chier, mais c'est pas ça qui va ruiner votre patrimoine. Vous n'êtes pas, en théorie, sur une vie à 10 000 euros près, même si forcément, ça fait toujours mal aux fesses quand ça nous arrive. Mais déjà, voilà, minimiser au maximum l'argent qu'on a sur des livrets, parce que ça sert à rien d'avoir ces livrets au max. Et quoique encore, j'ai envie de dire, même si vous avez des livrets en max, ça représente 30 000 euros. Donc, en soi, c'est pas non plus... Ouais, c'est pas énorme. Même si vous perdez la moitié dans une crise financière, vous perdez 15 000 euros. C'est beaucoup, mais c'est pas énorme. Oui. Et puis bon, c'est une crise financière, donc forcément, vous pouvez pas en sortir gagnant et riche comme Crésus. Exactement. Et ensuite, je pense qu'il y a 2 autres principes. C'est éviter tout ce qui est enveloppe réglementée aussi. Donc, tout ce qui est assurance vie, PER, PEL, pour moi, ça rentre plus dans la catégorie des livrets réglementés, mais assurance vie, PER. Parce que comme on l'a dit, non seulement l'argent ne vous appartient pas vraiment, les titres, enfin, en tout cas, l'argent vous appartient, mais les titres sous-jacents, les titres de propriété appartiennent à l'assureur. Ils ne vous appartiennent pas à vous. Et c'est un contrat d'assurance vie que vous avez. C'est pas un titre de propriété. Et ça, c'est une différence énorme, puisque voilà, vous signez un bout de papier, vous avez un contrat d'assurance vie qui dit que les titres et leurs performances sous-jacentes vous sont reversés, mais les titres ne vous appartiennent pas. Vous n'êtes pas le propriétaire des actions que vous achetez en assurance vie. PER, c'est la même merde, hein, entre guillemets. Le PER, c'est une assurance vie avec des règles fiscales différentes. Et je pense qu'ensuite, le troisième principe, c'est de fuir tout ce qui est obligation d'État. Et là, ça peut prendre toutes les formes possibles et imaginables, mais c'est notamment les fonds euros sur les assurances vie. Fuyez les fonds euros sur les assurances vie. Si vous en avez, liquidez-les le plus vite possible. Et même, j'ai envie de dire, liquidez vos assurances vie le plus vite possible. Parce que en plus de ça, c'est même pas rentable d'acheter des actions ou des ETF sur l'assurance vie parce que vous avez des frais de gestion sur l'assurance vie qui sont en général au minimum, même pour les meilleures assurances vie, de 0,7%. Et même ça, sur le long terme, ça vous détruit votre performance. Donc en fait, même acheter un S&P 500 sur une assurance vie, ça n'a aucun intérêt. Achetez-le sur un compte titre, ça sera plus rentable parce qu'en plus, les avantages fiscaux des assurances vie, c'est nul. Honnêtement, ça vaut même pas le coup. C'est 7 et quelques % d'abattement sur je sais plus combien de retraits. Et même les comptes titres sont limite plus intéressants pour la succession que les assurances vie. Donc voilà, assurance vie nul, fonds euros. Pour compléter ce que tu as dit sur les assurances vie, parce que tu sais, il y a des assurances vie avec des unités de compte. Ça veut dire que sur 100 000 euros, tu peux mettre 30% en unité de compte et ces 30%. Voilà. Mais ces unités de compte ne t'appartiennent pas. Oui, absolument. Et c'est surtout que sur ces 30% d'unités de compte, alors pour ceux qui nous écoutent, en gros, les 30%, enfin le nombre de pourcentage que vous allez avoir en unité de compte, ça sera destiné pour gratter de la performance, avoir plus de performance, qui n'est pas assuré forcément. Ça sera, par exemple, des placements qui seront sur des trucs un peu funky, sur du S&P 500, du Nasdaq, des choses très bien, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais dans ces cas-là, je vous encourage vraiment à demander à votre banquier le détail, parce que moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais demandé à mon banquier, donnez-moi un exemple, voilà, prenez une assurance vie que vous avez dans le tas, là, et donnez-moi parce qu'il y a des ISIN, il y a des tickers sur chaque placement dans l'assurance, parce que ce sont des produits maison, hein, ce sont des produits faits par la Société Générale ou par un autre. Tu peux les avoir en gestion libre et acheter toi-même tes ETF sur l'assurance vie. Moi, c'est ce que j'avais fait, par exemple. Ouais, voilà. Et en fait, moi, j'avais regardé ce qu'ils avaient mis, et en fait, tu te rends compte que sur ton assurance vie, tu vas avoir de l'ETF Water, de Amundi, du truc du Rates là, de l'immobilier. Je me dis mais ouais, massacre quoi. Genre, je me dis pourquoi tu mets ça quoi. Enlève-moi ça, mais du S&P, c'est plus rentable. Et voilà, donc plus de diversification, mais zéro performance. Donc franchement, je t'aurais dit, c'était très instructif, mais c'est sans moi. Tout à fait. Et voilà, donc globalement, livret réglementé, tout ce qui est assurance vie PER, éviter au max, et tout ce qui touche de près ou de loin à de la dette française ou d'États membres de l'OCDE, donc tout ce qui est fonds euros,
et tout ce qui est obligations d'État, que ce soit des obligations court terme ou long terme, c'est la même tambouille, et que ce soit de l'État français, ou même des obligations américaines, parce que les États-Unis sont endettés à 130% du PIB, on n'est pas à l'abri que les États-Unis se disent du jour au lendemain, bon, la dette américaine, on vous la rembourse pas, c'est ciao. Et là, vos obligations, c'est zéro, comme si une action faisait faillite. Et donc voilà, donc pour répondre à ta question, je sais même plus le fil de ma réflexion, mais c'est que oui, je pense que mon épargne est bien protégée. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'assurance vie, parce que j'ai pas d'obligation d'État, et parce que j'ai le strict minimum sur mes livrets. C'est-à-dire que, alors déjà, j'ai rien sur mes comptes courants à part l'argent qui me sert à vivre au quotidien. Et sur mes livrets, j'ai mon épargne de précaution. J'ai un peu de cash en ce moment parce que je fais un déménagement, j'ai des meubles à acheter, j'ai acheté une voiture, etc. Enfin, il y a pas mal de dépenses qui font que j'ai besoin d'avoir plus de cash que d'habitude. Mais globalement, cet argent, si demain j'en perds la moitié, ça va pas me changer la vie, quoi. Ça me ferait vraiment, vraiment chier. Normal. Mais c'est pas ça qui va changer mon patrimoine sur le long terme, parce que mon patrimoine à long terme et mes placements à long terme, ils sont pas là. Et ils sont réfléchis. Et ils sont réfléchis. Ok. Et du coup, toi, Jean, est-ce que tu penses que ton épargne est bien protégée? Alors, oui, il y a du mieux forcément. J'ai pas mal rempli mes livrets sur les livrets A, LDDS. On en avait parlé dans la vidéo de l'épargne, enfin du sujet de podcast précédent, enfin un des anciens podcasts sur l'épargne. Oui, je pense que mon épargne est quand même. J'ai pas d'assurance vie, j'ai pas d'obligation, j'ai rien de tout ça. Je pense que c'est assez bien réparti. Je garde quand même pas mal de cash. Pourquoi? Parce que j'ai quand même un projet qui va me demander quand même pas mal d'argent d'ici un an et demi. Donc, je garde beaucoup d'argent pour le financer. Mais j'ai quand même, en tout cas, tout ce qui est partie investissement, j'ai essayé de le maximiser au mieux. J'ai pas acheté du Air Liquide sur mon CTO, tu vois, c'est plein de choses comme ça. Voilà, vraiment, je maximise l'épargne. J'ai du cash, mais du cash papier. Hein. J'ai quand même des euros, j'ai du dollar, parce que je suis un peu pas parano, mais j'aime bien être sécurisé et que ça soit sécurisant. Donc j'ai quand même un peu des euros chez moi, du dollar, un peu d'or, mais rien de bien méchant, juste vraiment c'est parce que je suis un peu parano et que j'aime bien avoir un peu de tout. Comme ça, s'il y a vraiment gros pépin, je serai pas le dernier des personnes en mode mais putain, mais qu'est-ce qui m'arrive, j'ai tout perdu. Voilà, je peux quand même un peu repartir de plus belle. Tout à fait. Et pourquoi j'ai du dollar et pas de l'euro? Tout simplement parce que je n'ai pas confiance en l'euro. Si je pouvais avoir tous mes comptes en dollars, je les aurais en dollars. Carrément. Et ouais, dis-moi. non, et je disais peut-être pour conclure cette vidéo, enfin ce podcast, des leviers concrets pour protéger son épargne. Je pense qu'il y en a plusieurs. Déjà, le premier, c'est d'éviter tout ce qui est contrat et posséder des titres de propriété. Donc les contrats, on l'a dit, c'est des obligations, mais c'est aussi des contrats d'assurance vie qui sont des contrats qui ne sont pas des titres de propriété puisque les titres que vous avez dessus ne vous appartiennent pas. Également, donc privilégier donc des titres de propriété, donc c'est-à-dire par exemple des actions d'entreprise qui, elles, en théorie, parce que tout peut arriver, ne pourront pas vous être prises. Parce que ce sont des titres de propriété et on va pas pouvoir vous prendre vos actions comme ça du jour au lendemain. D'autant que, imaginez juste 2 secondes, l'État qui réquisitionne les actions des entreprises, ça veut dire que les marchés boursiers mondiaux en fait s'effondrent. Il n'y a juste pas d'alternative. Les actions vous vaudront en fait même plus rien. Donc ça ne servirait même pas. Ça servirait même à rien à l'État en fait de prendre cet argent-là puisque ces actions ne vaudront zéro. Et ça serait complètement juste ça serait la ruine de l'économie en fait. C'est juste, pour moi, c'est un scénario qui est impossible. Si vous avez des actions d'entreprise en direct, que ce soit via des ETF ou via directement des actions individuelles, pour moi, c'est vraiment des actifs qui ne peuvent pas être saisis par l'État. Idem pour l'immobilier, même si, alors vous allez me dire, il y a toujours des cas extrêmes.
pendant la révolution bolchevique, pendant la révolution bolchevique, si vous aviez des biens immobiliers ou même des actions, les marchés boursiers en Russie ont été fermés purement et simplement pendant la révolution bolchevique. Donc oui, vous aviez plus d'actions, plus d'immobilier, il y avait plus rien. Après, j'ai envie de dire, si on a une révolution bolchevique en France, vous avez il n'y aura plus rien aussi. Dans tous les cas, il y aura plus rien. Donc le meilleur moyen, vous savez, c'est de vous barrer, d'essayer de refaire une épargne meilleure. C'est le seul moyen. Je pense que le seul moyen de se barrer, d'ailleurs, ça sera à pied, parce que ça m'étonnerait qu'on vous laisse quitter le pays comme ça s'il y a une révolution bolchevique en France. Avec votre argent. Voilà. Mais donc du coup, des titres de propriété, donc ça passe par des actions, qui est aujourd'hui la majorité, en tout cas en ce qui me concerne, de mon patrimoine. Immobilier, j'en ai pas encore, mais j'ai pour projet d'en acquérir prochainement. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai quitté Paris et la région parisienne, qui est non seulement hors de prix, mais en plus non rentable en termes d'immobilier locatif, n'est-ce pas? Et ensuite, il y a aussi l'or, qui peut être une option, mais qui pour moi est une fausse option, l'or, parce que il y a des exemples dans l'histoire, comme après la crise de 29 dans les années 30 aux États-Unis, où tous les Américains ont été obligés de revendre leur or à l'État américain à un montant fixe. C'était $20 l'once, je crois, de mémoire. Donc demain, vous pouvez vous dire, oui, j'achète des pièces d'or, je serai protégé. Oui, non, parce qu'en fait, demain, l'État français peut tout simplement vous dire, ton or, moi, je te la rachète à ce prix-là, et puis t'as pas le choix. Si tu veux pas, on vient te le prendre, et t'auras pas le choix, en fait. Donc l'or, c'est une fausse. Je vais ajouter après un commentaire, parce que je suis pas forcément d'accord avec toi là-dessus. Là, tu racontes l'histoire de l'étalon or, qui est d'ailleurs très intéressant. Je crois que c'est ça, hein, c'est l'étalon or. Ouais, très intéressant. En fait, surtout, ce qui est inquiétant, c'est que tu n'avais plus le droit aux États-Unis de détenir de l'or, et si tu avais de l'or, tu étais obligé de le revendre à l'État, quoi. Donc pour moi, c'est l'or, c'est une fausse bonne idée. Je pense que c'est intéressant d'en avoir quand même dans son patrimoine global, tu vois, au cas où. Moi aujourd'hui, j'en ai pas, mais je sais que à horizon 5 ans, j'ai pour projet de me constituer une enveloppe de 10 000 euros à peu près en or. Sous quelle forme, je sais pas. Ça sera probablement via de l'ETF, ou peut-être, je sais que ça fait pas mal le débat en ce moment, mais une crypto-monnaie basée sur l'or. Je sais qu'il y en a qui existent, notamment je crois que c'est le Pax Gold de mémoire, mais je me suis pas encore assez renseigné dessus pour pouvoir vous dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Ce que je sais, c'est que les ETF répliquant de l'or physique, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que l'or physique, c'est extrêmement casual, ça coûte extrêmement cher, il y a beaucoup de frais, vous pouvez pas le stocker dans une banque, à moins d'avoir des millions en or, vous allez payer une fortune, et si vous avez des pièces d'or chez vous, vous êtes jamais à l'abri de vous faire cambrioler. Donc l'or physique, c'est une fausse bonne idée, je pense, à part oui, vous pouvez toujours avoir quelques milliers d'euros en bijoux, par exemple, tu vois, ça peut être pour moi quelque chose d'intéressant, parce que c'est facilement transportable, c'est facilement revendable, et ça peut servir de monnaie d'échange en cas d'extrême urgence. Mais c'est pas des lingots d'or dans votre cave qui vont vous sauver. Et en plus, c'est une tannée à transporter, à mon avis. Donc là, si la douane elle tape avec un lingot, je peux te dire qu'elle lâche pas. Je peux te dire qu'elle te lâche pas. Ouais. Alors qu'un bijou, ça passe. Même si tu as 5 bagues à chaque doigt qui pèsent 300 grammes chacune, on va jamais te faire chier. T'as une énorme chaîne en or, on viendra jamais te faire chier. Donc voilà, les bijoux pour moi ça peut être une très bonne alternative, tu vois, en termes de vraiment extrême urgence, mais faut pas allez pas claquer toute votre thune chez Cartier, c'est pas ce qu'on est en train de vous dire. Donc action, immobilier, or peut-être une fausse bonne idée, mais pourquoi pas en moindre mesure, tu vois, une petite partie de ton patrimoine, faut pas que ce soit énorme. Et ensuite, il y a l'option des crypto-monnaies. Moi, vous savez. Attends, les crypto-monnaies, je vais essayer de suivre un peu mon déroulement. D'accord. Alors, dis-nous dis-nous ce que toi tu penses de la protection. Comment protéger, parce que c'est vraiment très intéressant et je veux en apprendre plus sur les crypto-monnaies. Donc, ça va être encore une fois un podcast qui va durer un peu longtemps. Mais je crois qu'on est déjà à plus d'1 heure d'enregistrement. Ouais, mais très intéressant. Je dis tous les classes d'actifs, je fais un petit récap et tout, et moi ce que j'en pense, et on fait un dernier point, on termine sur les crypto-monnaies. Ok, très bien. On fait ça? Donc moi, les amis, les obligations, c'est certainement une bonne classe d'actifs. Il y a du pour, il y a du contre, hein, c'est sûr. C'est comme si on compare un Atos à un LVMH, par exemple. Hein. Les obligations, il y en a de très bonnes, par exemple des obligations d'entreprise, notamment. Des obligations sur Air Liquide. Je vois
pas ce qui peut. Enfin voilà, j'ai quand même confiance en l'entreprise, etc. Donc ça peut être quand même pas mal. Pour moi, c'est une classe d'actifs qui est assez complexe encore. Donc j'en ai absolument zéro en portefeuille. Je ne compte pas en avoir parce que c'est pas un actif qui m'intéresse plus que ça. Donc les obligations, je passe, mais ça reste une bonne classe d'actifs. L'immobilier pour protéger son épargne. Alors, historiquement parlant, c'est une des meilleures classes d'actifs en termes de performance, mais il y a un grand mais, tu l'as dit tout à l'heure, il y a un manque de liquidité qui est total. Oui, bah oui. Hein, une maison, ça se déplace pas. Hein. Il y a Vous des avez délais de... par exemple, une SCPI ou des rates, tu vois. C'est Ouais. pas obligé d'être de l'immobilier physique en soi si tu achètes de l'immobilier. Ouais, c'est vrai. Moi, je faisais référence à l'immobilier physique, là. Mais c'est vrai que... T'es chez les SCPI, toi? J'en ai pas encore, mais à terme, j'aimerais bien avoir une partie de mon patrimoine en SCPI, effectivement. Je pense que c'est pas encore intéressant à mon niveau Ouais. et à mon échelle parce que je suis jeune. Et pour moi, les SCPI, Ouais. c'est vraiment quelque chose qui est intéressant quand tu as Diversifié. 40, 50 ans et que tu veux vraiment avoir du revenu stable, sécure et très bien diversifié dans l'immobilier. Donc moi, en tout cas pour mon profil, je vois pas encore l'intérêt d'en avoir, mais je pense que c'est une très très bonne classe d'actifs. Et pour le coup, là, c'est liquide. On parle liquide entre guillemets. Hein, on parle de 15 jours à 3 mois max pour revendre ses parts. Ça reste plus rentable plus liquide que de l'immobilier physique en théorie. Ouais, c'est clair. Il y a rien c'est carrément illiquide. Parce que bon, comme je vous l'ai dit, forcément, ça ne se déplace pas. Les délais de revente, ils sont très longs. Hein, c'est minimum 3 mois. Je suis désolé de te couper. Par contre, les rates, c'est instantané. C'est de la bourse. Hein, c'est des actions. Ouais, Nexity, etc. Et je pense aussi que l'immobilier c'est complètement défoncé par les lois et les réglementations. Hein. Il y a eu l'encadrement des loyers, l'indemnité d'éviction pour les baux commerciaux, la trêve hivernale qui maintenant dure jusqu'à l'été, les rénovations énergétiques qui sont obligatoires avec les nouveaux diagnostics de performance énergétique, les DPE. Alors je suis dans le bâtiment, donc je sais un peu que ça tabasse et que ça ne sert à rien. Enfin, ça a du bien, mais les gens préfèrent investir et mettre de l'argent de côté plutôt que d'être obligé de refaire des fenêtres. Voilà, sachant qu'à côté, on a nos voisins qui sont encore au charbon. Là aussi, on peut en discuter. La location courte durée avec le Airbnb, ça avait énormément de bien, sauf que c'est de plus en plus régulé et il y a de gros impacts, hein, notamment à Biarritz et à Paris. Donc voilà, c'est quand même assez compliqué comme classe d'actifs et surtout que c'est illiquide. Donc voilà, c'est compliqué, c'est très long de pivoter et c'est quand même, et pour moi c'est pas passif parce qu'il faut quand même être c'est pas du tout passif. Ça dépend encore une fois parce que dans l'immobilier tu as tout. Si tu parles de SCPI de rates, c'est passif. Par contre, effectivement, l'immobilier en direct, l'immobilier locatif notamment, c'est pas passif et on en avait déjà parlé dans un podcast. Ouais. Pour moi, l'immobilier locatif, c'est un side business. C'est quelque chose que tu fais vraiment qui prend beaucoup de temps et surtout qui demande à avoir une vraie compétence parce que si tu fais n'importe quoi, bah, tu vas perdre de l'argent en fait. Bah, comme en bourse, hein, remarque. Ouais. Tout ça c'est clair. Tout simplement. Donc, il y a une imposition qui tabasse et forcément, le cumul de tout ça, il y aura des rendements qui seront bien diminués et les rendements, historiquement parlant, sont quand même hauts, mais sont très faibles, sont plus faibles comparés aux actions. Voilà. Alors, pour protéger son épargne, il y a l'or aussi. L'or, pour moi, mon cher Hugo, pour moi, je pense qu'il faut en avoir. Et là, je vais parler de l'or physique. Alors, quand je dis de l'or physique, ça peut, les gens vont un peu râler, mais je pense que vous connaissez tous une planque chez vous pour mettre votre or. Au pire, vous la faites. Il n'y a rien de très compliqué. Il faut juste une personne de confiance, vraiment de confiance. Hein, donc, prenez pas votre petit ami où ça fait 2 mois que vous êtes avec. Voilà, vraiment une personne de confiance. Dites où est la planque et à partir de là, l'or c'est pas une valeur de croissance. Faut pas que ça soit, ce n'est pas vu comme une valeur de croissance. Je ne vois pas l'or comme une valeur à haut rendement, mais c'est une épargne. C'est l'or, c'est de la protection. C'est le t-shirt par balle. Le t-shirt par balle, il sert quand? Il sert quand la balle arrive. C'est excellent, peu cher. La balle, voilà. Le t-shirt par balle. En ce moment, c'est dans l'actualité, hein. Alors, on est le 14 juillet, il y a Trump qui s'est fait shooter la veille.
Il est pas mort, hein, on vous rassure. Ouais, alors tout est bien pour l'ancien président, mais c'est vrai que parce que je regardais les infos juste avant, du coup je me disais putain mais truc de fou quoi, c'est dingue chez les Ricains, ils aiment trop tuer les présidents. Ah, les ricains, c'est des malades. Ah les Ricains c'est chaud. Donc voilà, l'or c'est vraiment très important parce que ça va servir en cas d'extrême coup dur à pas tout perdre, hein, parce que si l'euro chute du jour au lendemain, ça ne vaut plus rien et tout ne vaut plus rien. L'or, on est bien d'accord, ça ne donne pas de dividende, mais 1 gramme d'or restera 1 gramme d'or. Ouais. L'État, s'il veut piquer votre or, ben, soit il pourra pas, soit vous irez ailleurs. Voilà, vous pouvez le planquer quand même assez facilement. Pas besoin d'acheter le lingot de 12 kilos, vous achetez des petites pièces. Ça, c'est facile. Enfin, vous pouvez le cacher facilement. Vous pouvez passer une frontière, etc. En cas de coup dur, ça peut vraiment être très efficace. L'or, on est bien d'accord que c'est la référence de la valeur. Depuis le Moyen Âge, les actions et les obligations, on est bien d'accord, hein, ça n'existe pas depuis le Moyen Âge. Même depuis l'Antiquité, et d'ailleurs, si les actions, ça existe depuis le Moyen Âge. Et les obligations aussi, mais différemment. Ouais, mais différemment, tu vois, il y avait pas, c'était pas comme maintenant, il y avait pas 6 000 Non, milliards d'euros, tu vois. c'était beaucoup plus compliqué, effectivement. Alors, moi, je te rejoins sur l'or, dans le sens où je suis d'accord avec toi sur le côté, en cas de coup dur, vraiment, tu vois, je reprends l'exemple des bijoux, pour moi, c'est vraiment le truc parfait. Ouais, voilà. On a tous moi, j'ai pas d'exemple parce que ça n'est jamais arrivé, tu vois, mais on connaît tous l'histoire de familles juives, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avaient pas mal de bijoux, qui avaient réussi à en planquer un peu partout dans les doublures de leurs habits, etc., et qui ont réussi, grâce à leurs bijoux, à se refaire une vie dans d'autres pays. Donc, clairement, même les pièces d'or, comme tu l'as dit, ça peut être intéressant parce que c'est beaucoup plus liquide. Par contre, ouais, les lingots, pour moi, j'ai vraiment du mal, hein. Je pense que les lingots, qu'est-ce que tu veux faire d'un lingot, tu vois, jamais personne va te racheter ton lingot, déjà. T'as un lingot de 5000 balles, et en cas de coup dur, personne va t'acheter ton lingot de 5000 balles, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Donc, ouais, C'est clair. bijoux, pièces, tu vois, des trucs qui sont facilement échangeables, éventuellement. Euh, Ouais, voilà, en fait. D'accord. Non, mais c'est vrai, non, mais Mais par contre, voilà, l'or n'est pas un investissement, selon moi. En non, tout cas, c'est une réserve de valeur, c'est pas un investissement. voilà, absolument. C'est une réserve de valeur, c'est pas du tout un investissement. Je compte pas ça dans de la diversification. L'or, voilà, c'est comme dans le voilà, briser la vitre en cas de coup dur. Bon bah voilà, tu prends ton or, tu prends tes clics et tes claques et tu recommences tout ailleurs. Mais c'est plus simple de faire ça avec de l'or qu'avec des euros. Voilà, donc ça sert qu'en cas de crise, il y a plus d'incertitudes, il y a de plus en plus d'incertitudes géopolitiques, économiques, sociales, industrielles et environnementales. Et plus il y a ces incertitudes, plus c'est de plus en plus risqué, plus l'or grimpe. Donc, on est bien d'accord que l'or, moins la tendance est au beau fixe, plus l'or aura son épine, enfin son jeu à jouer, quoi. Voilà, donc c'est facile. Dis-moi. Euh, D'ailleurs, tu as dit un truc très intéressant. Si l'euro chute, mais il y a, on a parlé de 3 manières dont l'État peut voler votre épargne, mais il y en a une quatrième, c'est l'inflation, dont on n'a pas parlé. Oui. On n'en a pas parlé parce que en cas d'hyperinflation, c'est à 80% d'inflation par an, c'est un vol de l'épargne parce que ton épargne, elle vaut plus rien. Et c'est là où, bon, on va peut-être pas s'étendre sur l'inflation aujourd'hui, parce que sinon le podcast il va durer 40 ans. Mais l'or, c'est une protection contre l'inflation, mais pour moi, les actions aussi. Parce que demain, vous avez vous avez une action LVMH. LVMH, c'est pas parce que l'euro vaut plus rien et que votre action est cotée en euros que l'action ne vaut plus rien. Parce que LVMH, c'est toujours LVMH. Elle vendra toujours des sacs dans le monde entier. Il y a des usines, il y a des actifs, il y a de l'immobilier, il y a Bernard Arnault, il y a une équipe de direction. Donc, si vous avez des titres de propriété d'actions, la richesse avec des devises différentes. Ouais. Et c'est une protection anti-inflation naturelle des actions, puisque de toute façon, s'il y a de l'inflation, elles vont augmenter leur prix. Donc, en fait, les actions, c'est la meilleure protection contre l'inflation, même. Voilà, petite parenthèse. Non, mais franchement, tu as bien fait de me couper, c'est très intéressant. Et oui, l'inflation. Et par contre, l'inflation, c'est vraiment réel. Hein. Là, on n'est pas en crise systémique. L'inflation, elle est quand même galopante. Et chaque année, il y a qu'à voir. Regardez la Turquie, regardez l'Argentine, et puis regardez aussi une époque assez sombre dans les années 20 en Allemagne,
où est-ce que l'hyperinflation a conduit l'Europe. On espère tous que l'Allemagne ne reconnaisse pas de période d'hyperinflation. Ouais, non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc voilà, et dans cette période-là, bah, c'est l'or, l'or qui peut être quand même un bon Et les coup. actions. Parce que si tu avais des actions allemandes dans les années 20, bah, elles t'ont protégé de l'inflation aussi. Je suis bien d'accord. Ensuite, avoir du cash, pour moi, en cas de coup dur, voilà, si l'État, par exemple, là, c'est surtout en phase de crise systémique, pour moi, ça a quand même du bien. Voilà, 1000 euros de cash de planquer chez soi. Je pense que tout le monde, en tout cas ceux qui nous écoutent, je pense que vous pouvez petit à petit, même si c'est 10 euros par mois que vous mettez au fur et à mesure, avoir 1500 euros chez soi de planquer, même du dollar si c'est possible. Voilà. Ça peut être une bonne idée. Pourquoi? On connaît pas l'avenir. On est d'accord. On l'a déjà dit dans le podcast. On sait pas ce qui peut arriver. Et vaut mieux, je pars du principe et du postulat qu'il vaut mieux avoir que de ne pas avoir. Si, s'il y a une crise, moi, franchement, la Grèce, parce que quand j'ai préparé le podcast, j'ai un peu regardé sur YouTube les commentaires de la Grèce, voir qu'est-ce qui se passait en fait là-bas. Bon, les gens, ils étaient en pleurs, ils étaient au bout de leur vie. Et je veux bien le croire, hein, franchement, je veux bien le croire. J'avais quand même beaucoup de compassion pour eux. Et franchement, vous voyez la tristesse, mais de la plus profonde, parce que leur question, c'était pas qu'est-ce qu'on fait de notre épargne, mais la question, c'était surtout comment on allait nourrir notre famille la semaine. Donc, avoir 1000 euros en période où là, la France est surendettée, où la crise peut arriver quand même assez vite, hein, on va pas se mentir. Il suffit qu'il y a un défaut, ça peut très vite arriver. Donc, pourquoi pas? Ça peut être une solution. Vous planquez 100 euros dans chaque tiroir. Pas au même endroit que votre or. On sait jamais. Pas au même endroit, s'il vous plaît. Faites pas les imbéciles. Et donc, les actions. Je t'avoue que j'ai pas effectivement une petite réserve de cash comme ça, mais tu me donnes envie d'aller retirer 1000 balles et de foutre 1000 balles sous le matelas. C'est fait, t'en parles plus, t'enlèves 1000, Ouais. t'en parles plus. Par contre, je suis pas d'accord avec toi sur le dollar en cash parce que demain, tu as une crise monétaire en Europe. Qui va t'acheter tes dollars, quoi? Personne. Mais parce que, figure-toi que la majorité des transactions internationales se font en dollars. Donc, s'il y a une crise des plus grandes en France, et si malheureusement tu dois partir de la France pour refaire ta vie ailleurs, etc. Oui. Exemple la Suisse, on acceptera tes dollars et pas tes euros. Et ton or, forcément. Tu vois. Mais d'ailleurs, c'est un sujet dont on n'a pas parlé, décidément. Il y a trop de trucs sur ce thème. La diversification de devises. Et les comptes à l'étranger. Bon. Prochain podcast. On va faire Non, mais franchement, dites-nous en vidéo, vraiment, enfin, dites-nous en commentaire, parce que nous, ça nous passionne de travailler sur les podcasts, etc. C'est quand même pas mal de travail, hein, mine de rien, parce qu'on a nos jobs à côté, nos vidéos qu'on essaie d'honorer chaque semaine, hein, 2 par semaine pour toi, Hugo, et 1 pour moi. Et franchement, ça fait quand même pas mal de boulot. Donc vraiment, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo parce que ça nous donne quand même pas mal de force. C'est quand même du temps, hein. Nous, on est dimanche, on pourrait regarder Netflix. Bah, écoute, moi, ce que je te propose, Jean, c'est qu'on se fasse ce podcast en 2 parties. Parce qu'on a encore beaucoup trop de sujets à traiter. Et je propose que dans la prochaine partie, termine les actions, les crypto-monnaies et on parle des devises. Alors, dans la prochaine partie, tu veux dire? Ouais, partie 2. On termine les actions, on fait la diversification sur les devises, les comptes à l'étranger et les crypto-monnaies. Et les crypto-monnaies, et on continue sur cette partie de comment protéger son épargne maintenant qu'on a bien introduit le sujet dans cette première partie. Ça fait 1h30 le podcast. Hein. Ouais. Et je pense qu'on en a encore pour facile 1h30 de traiter tous ces sujets. Ah oui, là je pouvais encore. Là, j'allais juste commencer les actions là, tu vois. T'es chaud? On fait ça? Ouais, on fait ça. Bon, c'était pas prévu, hein. Du coup, moi je pensais vraiment, quand j'ai préparé, je me suis dit, bon, j'avais préparé 4 pages. Ça va durer. Il y a trop de ça va durer 1 heure, 1h30 à tout péter. Ouais, tu penses, j'ai même pas fini ma. Bon, en tout cas, vous avez déjà le sujet du podcast de samedi prochain, enfin de lundi prochain, mais qu'on tournera samedi. Et
Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez aimé cette première partie, qu'on a quand même bien travaillé. Et voilà, on va essayer de vous faire quelque chose de encore plus travaillé pour la semaine prochaine. Moi, je vais terminer mes 2 classes d'actifs, enfin mes 2 classes, comment protéger son épargne, donc les actions. Ensuite, avec Hugo, on parlera des crypto-monnaies. Donc lui, ça sera un avis qui sera plutôt pour, je pense, et moi, un avis, en tout cas, plutôt changeant. Et Plutôt moi, je changeant pense parce que je vous vais saviez plutôt... que j'étais contre jusqu'à Donc, présent. voilà. Et moi, je vais quand même camper sur mes positions, mais je veux pas mourir con, donc je vais quand même regarder tes 2 podcasts que tu m'as conseillés cette semaine pour préparer à bien ce prochain podcast. Et donc, on parlera des devises, c'est ça, Hugo? Bah alors, j'ai noté dans le doc dans lequel on est, Ah je oui, pense qu'il faut qu'on termine la partie action. Je pense qu'on a encore des choses à dire sur l'or, sur le cash, sur la diversification de devises, les comptes à l'étranger, les crypto-monnaies et tout ce qui est aussi un sujet qu'on a oublié de traiter, mais tout ce qui est objet d'art, collection, montres, etc. Donc, je ça, pense. j'adore. J'adore. Bah, on peut en faire une partie 3 à mon avis, hein. Et le pinard aussi. Ah oui, putain, j'en ai en bas, oh. Ah putain. Bon, on se dit peut-être partie 2 la prochaine fois, quoi. Ouais, partie de la prochaine fois. Nickel. Bah sur ce, passez tous une bonne semaine et puis comme d'habitude, n'oubliez pas nos chaînes perso, les notes 5 étoiles, les commentaires, les Voilà. j'aime et tous les lundis matin à 8h le 4 rentable. Voilà, pour bien commencer la semaine, et bah sur ce, on vous dit très bonne semaine à vous, très bonne semaine à toi Hugo et à très bientôt. Allez, ciao. Ciao, ciao, salut.